Le rendez-vous avec l'actualité, c'est tout de suite sur Ecopolis Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. 64 ans après l'assassinat du héros de l'indépendance congolaise, le procès Lumumba s'est ouvert aujourd'hui au parquet fédéral belge. Sur les 10 personnalités belges visées par cette plainte des enfants Lumumba, seul Étienne Davignon est encore en vie. Face au chaos laissé par les intempéries du 14 juin dernier, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a convoqué une réunion d'urgence où suivraient dans ce journal les premières actions du gouvernement pour faire face à la catastrophe. Les forces armées de la RDC prennent de l'altitude. 2 nouveaux aéronefs de transport viennent d'être intégrés à leur flotte, une étape cruciale pour leur capacité logistique et opérationnelle. Assassinat de Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo indépendant, c'est désormais la ligne droite avec l'ouverture ce mardi en Belgique d'une procédure très formelle, une session de la Chambre du Conseil avec un seul suspect, Étienne Davignon, âgé de 92 ans. Sur les 10 suspects visés par la plainte déposée par les enfants Lumumba, il est le seul encore en vie, stagiaire diplomate à l'époque. Il est lié d'une manière ou d'une autre au soutien de la Belgique à la sécession menée par le Katanga, province où Patrice Lumumba a été assassiné. Qu'est-ce que je sens? Je ne vais pas vous dire que c'est un soulagement, c'est un début d'un combat. Une enquête pénale a été ouverte en Belgique à la suite d'une plainte déposée en 2011 par la famille Lumumba. Cette instruction judiciaire est désormais bouclée et le parquet fédéral réclame à présent un procès devant le tribunal correctionnel pour crime de guerre, plus précisément pour détention et transfert illicite d'un prisonnier de guerre, pour l'avoir privé du droit d'être jugé de manière impartiale et pour lui avoir fait subir des traitements humiliants et dégradants. Parmi les 10 personnalités belges visées par la plainte, seul Étienne Davignon est encore en vie. Diplomate, ministre d'État, homme d'affaires et ancien vice-président de la Commission européenne, il est âgé de 92 ans. Au moment de l'indépendance du Congo et de l'écartement du pouvoir de Patrice Lumumba, il a été envoyé dans le Congo par le ministre des Affaires étrangères comme diplomate stagiaire. L'ancien ministre d'État a toujours nié toute implication. Son avocat a annoncé vouloir demander un report du dossier pour mieux l'examiner. En 2001, une commission d'enquête parlementaire belge avait reconnu que certains membres du gouvernement belge et d'autres acteurs belges avaient une responsabilité morale dans les circonstances ayant mené à la mort de Patrice Emery Lumumba, même si de nombreuses zones d'ombre subsistent encore. En 2022, le gouvernement belge a présenté ses excuses pour la manière dont la Belgique a pesé dans cette affaire. Et pour marquer ce regret, une dent de l'ancien Premier ministre congolais, saisi par la justice belge, avait été rendue à la famille par les autorités belges. La dépouille a été ensuite rapatriée à Kinshasa. Dans l'actualité également, des spéculations sur l'état de santé du président rwandais suscitent des interrogations. Face à cette situation, les autorités rwandaises gardent le silence. Actuellement, c'est le Premier ministre Edouard Ngirete qui assure l'intérim du président de la République. Du côté de l'opposition, la page Kagame est tournée dans leur sortie médiatique. Ils souhaitent une ère nouvelle pour le pays de 1000 collines. Suivons ici l'un des opposants rwandais, Thomas Nyaimingana, président du parti du gouvernement du peuple rwandais en exil. C'est pas sûr. Je ne sais pas comment vous l'avez su, mais le gouvernement rwandais, ou ce qui reste du gouvernement rwandais, veut faire croire à tout le monde qu'il n'y a aucun problème. Moi, je vais vous raconter pourquoi. Je vous dis actuellement que le président Kagame n'est plus. N'est plus? N'est plus. Vous affirmez? J'affirme et je réaffirme qu'il n'est plus.
il n'a qu'à ressusciter pour venir nous contredire ici, ce qu'on avait demandé d'ailleurs. Monsieur l'abbé, avant que vous n'entrez dans les détails, vous êtes un homme de Dieu, vous le savez. Et vous êtes l'un des principaux opposants et sans doute l'un des mieux placés pour l'avenir à occuper les fonctions suprêmes au Rwanda. Donc en avançant ces propos, vous jouez totalement votre crédibilité. Vous êtes au fait. Je suis. Sécurité en République démocratique du Congo, le commandant secteur opérationnel en Ituri, le général-major Bruno Mandefou, a effectué une mission d'évaluation à Kengezi, base à la frontière entre la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud, mais aussi l'Ouganda, en vue de scruter la situation sécuritaire dans ce coin du pays. Sur place, les échanges avec les agents de frontières de 3 pays ont tourné sur le partage des informations et la collaboration selon les instructions données par le chef d'état-major général des FARDC. Kengezi Base et Odumoni, respectivement à la frontière avec les Soudans du Sud et l'Ouganda, dernière étape de la mission d'évaluation de la situation sécuritaire du commandant secteur opérationnel Ituri dans les territoires d'Aro. Sur place, le général-major Bruno Mandefou résorbe certains problèmes frontaliers. totia to bloqué kotoyo to dans des problèmes étaient problèmes kuna faut to bloquer pe kotoyo ba to musuba profiter te wana ngapenya na remercier mokonzi kuta lors d'un échange à bâton rompu avec deux agents de l'administration publique de ces 2 pays voisins, les commandants secteur opérationnel Ituri sollicitent l'échange d'informations. Il faut échanger d'informations, ceux qui veulent qui va te kotoyo pour changer na batonabiso pour que batonabiso pe basa la suite. Il faut relations à la macasse entre Soudan du Sud et la Congo. Sous l'état de siège, l'armée commandée par le lieutenant général Luboya Kashamajoni, gouverneur militaire, a renforcé davantage sa présence au niveau des points frontaliers, contrairement à l'époque d'avant son instauration. C'est le cas de Kengezi Base et Odumoni, où les commandants secteur opérationnel Ituri, accompagné de son agent en charge des opérations et renseignements, général Boni Matiti, a donné des instructions claires aux troupes pour la protection de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, combat acharné mené par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police, Félix Tshisekedi Tshilombo. Le vice-premier ministre à la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, a procédé le samedi dernier à la remise de 2 nouveaux avions de transport au FARDC dans le souci de rendre notre armée plus opérationnelle et efficace sur terrain. Un moment de satisfaction pour le chef d'état-major général des FARDC de réceptionner les appareils débaptisés, le général d'armée Maëlle Lioko et le général de corps d'armée Léonard Moulumba devant assurer la mobilité pour la supervision des troupes. Pas de répit pour le numéro 1 de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Mwadianvita, qui, après son retour tard dans la nuit de ce samedi 14 juin 2024, a procédé à la remise des 2 avions de transport destinés à faciliter la mobilité des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo pour une meilleure supervision des troupes. Baptisé général des corps d'armée Maëlle Lioko Bokungu et général des corps d'armée Léonard Moulumba Nyoni, dotés respectivement pour l'état-major général et l'état-major forces terrestres, ces 2 engins volants entrent dans la droite ligne de la vision du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de réformer et redynamiser les forces armées de la République démocratique du Congo. Ce que nous sommes en train de faire, c'est exactement la mise en place du trinôme FEC. F comme formation, nous y sommes avec le chef d'état-major général, E comme équipement et C comme casernement. C'est dont nous sommes en train de nous atteler pour dans les prochains mois. Nous allons signer plusieurs contrats avec nos partenaires afin que ces trinômes voient les jours. Ce sont ces outils de travail qui nous sont confiés par
le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Maître Gika Bombo Mwadi Anvita s'emploie activement à renforcer l'efficacité opérationnelle des forces armées de la République démocratique du Congo dans le cadre de sa mission de mise en condition suivant la trilogie FEC. Mbandaka, 13e région militaire, vient boucler les quadrillages du programme d'itinérance des 10 régions militaires existantes en vue de proposer des réformes uniformes et pertinentes répondant aux besoins réels des FARDC. Catastrophe à Kinshasa, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a présidé la réunion de crise le dimanche dernier relative aux dégâts causés par la dernière pluie diluvienne en présence des experts de la santé, de l'environnement, de la voirie, mais également du gouverneur de la ville de Kinshasa et des commandants de la police et de l'armée sur les mesures à prendre pour aider les sinistrés après l'inondation de samedi dernier. Reportage. Après avoir fait la ronde ce dimanche pour évaluer les dégâts causés par la récente pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa dans la nuit du 13 au 14 juin 2025, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a annoncé un bilan provisoire de 25 morts. Cette communication a été faite par le gouverneur de Kinshasa à l'issue d'une réunion d'urgence présidée par le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur à laquelle ont pris part des experts des secteurs de la santé, de l'environnement et de la voirie. L'autorité urbaine a également fait état d'importants dégâts matériels, des habitations détruites et des routes endommagées, dont certaines coupées par les eaux de la pluie. Suite à ces dégâts, des mesures d'urgence avaient déjà été prises, la réhabilitation des routes détruites. Quant aux sinistrés, le premier citoyen de la ville a rassuré que le gouvernement national et provincial leur apporte déjà leur soutien et prévoit la prise en charge des funérailles des Kinoises et Kinois qui ont perdu la vie au cours de cette catastrophe. Dans le même registre, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, est descendu sur terrain le dimanche dernier, le même dimanche, pour évaluer les dégâts causés par la dernière pluie de samedi dernier, accompagné des membres de son gouvernement. Question de quantifier l'assistance en faveur des sinistrés. Revenu de la 12e conférence des gouverneurs à Lualaba, de son retour à Kinshasa le dimanche 15 juin 2025, le gouverneur est descendu sur terrain pour évaluer les dégâts causés par la pluie tombée dans la nuit du 13 au 14 juin 2025 afin d'y apporter des réponses rapides et conséquentes. Le chef de l'exécutif provincial a entamé son itinérance par l'avenue de la Victoire au niveau de la rivière Kalamou, où il a constaté la dégradation du pont et de la chaussée dont il a demandé la réhabilitation dès cette semaine. Sur l'avenue du Tourisme, en cours de réhabilitation et de modernisation, les travaux de réparation avaient été lancés immédiatement et la circulation est déjà rétablie. Concernant cette artère, les travaux en cours consistent pour l'instant à son élargissement à 2 bandes au lieu d'une dans chaque sens. Réhabilitation de la route Kanyama-Kasese en province du Haut-Lomami et Mweneditu en province de la Lomami par le service national. Une fois de plus, les bâtisseurs rendent le sourire aux usagers du tronçon long de 132 km, longtemps impraticable, mais réhabilité grâce au savoir-faire du commandant du dit service, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo. Autrefois impraticable et boueuse, la route reliant Kanyama-Kasese à Mweneditu renaît de ses cendres grâce au travail acharné du service national piloté par son commandant, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kawik, qui matérialise avec brio la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les bâtisseurs se sont mis à l'œuvre pour challenger l'état piteux de la piste jadis boueuse afin de la rendre solide, plus large et bien aménagée. Les résultats sont éloquents et remarquables. Tenez, on peut y rouler jusqu'à 160 km/h sans y être encombré par les nids de poules, une vraie prouesse accomplie par les ex-Kuluna à la satisfaction des usagers, au nombre desquels les commerçants, les populations locales qui trouvent en ces gestes
une pire bouffée d'oxygène. Et je l'encourage à continuer comme ça chaque année. Et nous disons que pour lui, nous allons le reconduire encore et encore. Il était vraiment dans un état très délabré. Donc on dirait que cette route numéro 1 n'existait pas. Et nous voyons ces jours à travers la réhabilitation déjà avec le service national qui est en train de la réhabiliter et la population est en train de saluer l'œuvre que le chef de l'État vient d'amener à Kanyama à travers le service national. On a fait 10 à 15 minutes pour quitter Kanyama jusqu'ici, à Mwadikayembe. Cette métamorphose routière est le fruit des travaux initiés et réalisés qu'en quelques semaines sous la houlette du commandant du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, qui, par cette énième démonstration, prouve qu'avec de la volonté et de l'organisation, aucune montagne n'est infranchissable. Et à l'inspection générale des finances et au réarmement moral des troupes, le nouvel inspecteur général, Christophe Bitassimwa, accompagné de son adjoint Emmanuel Chibingu, ont animé une séance de travail avec les inspecteurs sur les nouvelles orientations devant désormais conduire le contrôle des entreprises publiques dans l'optique d'imprimer ces marques. Reportage. C'est un appel à la mobilisation lancée au corps des inspecteurs pour la reprise des missions dans les entreprises et établissements publics. Le chef de service, Christophe Bitassimwa Bayi, avec à ses côtés son second, Emmanuel Chibingu, et les coordonnateurs Hermani Eleza, a réuni mercredi 11 juin 2025 dans la salle amphithéâtre Félix Antoine Tshisekedi les inspecteurs généraux de finances et inspecteurs de finances pour leur donner des instructions claires sur les modalités pratiques de la reprise des missions de contrôle. Pour le numéro 1 de ces services d'audit supérieur, cette annonce est la continuité des missions déjà entamées. Il a juste fallu donner des nouveaux termes de référence qui seront comme une nouvelle feuille de route. Il s'agissait du lancement d'une vague de missions. Ce sont des missions qui constituent une continuité des missions qui étaient déjà en cours, mais dont les autres missions, la durée des autres missions a expiré. Aujourd'hui, on a relancé les nouveaux ordres de mission qui reconduisent les missions qui étaient déjà en cours, mais il y a d'autres ordres de mission qui concernent de nouvelles missions. Et on a essayé de sensibiliser les inspecteurs des finances sur les termes de référence de ces missions et sur les comportements à tenir lors de l'exécution de ces missions. Cette séance de travail de l'annonce du lancement d'une vague d'émissions de contrôle a priori a duré plus de 2 heures du temps et s'est déroulée dans une atmosphère conviviale entre la hiérarchie et les inspecteurs de finances. Il s'est dénoté que cette rencontre fait suite aux instructions reçues de la haute hiérarchie afin de maintenir l'élan de la bonne gouvernance financière prôné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et plus loin de la RDC, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a indiqué lundi soir que les dirigeants israéliens étaient bien coordonnés avec les États-Unis concernant les objectifs d'Israël contre l'Iran au 4e jour de l'attaque massive lancée sur la République islamique. Nous visons 3 objectifs principaux, l'élimination du programme nucléaire, l'élimination de la capacité de production de missiles balistiques et l'élimination de l'axe du terrorisme. Et bien entendu, nous ferons ce qu'il faut pour atteindre ces objectifs et nous sommes bien coordonnés avec les États-Unis. Ces propos sont recueillis par Saturna Djembe. Nous avons éliminé la direction sécuritaire de l'Iran, y compris 3 chefs d'état-major, le commandant de l'armée de l'air et le commandant des services de renseignement de l'armée et des gardiens de la révolution. Un après l'autre, nous les éliminons et nous ne nous arrêterons pas en bon chemin. Nous avons un contrôle de l'espace aérien et Israël contrôle l'espace aérien iranien et nous avons une autoroute aérienne vers Téhéran. Nous contrôlons l'espace aérien de Téhéran. Nous nous en sommes pris aux missiles sol-air
qui était un des dispositifs les plus importants au monde, eh bien, nous l'avons éliminé dans l'ouest de l'Iran, ainsi que dans d'autres régions et dans le nord de l'Iran. Et là aussi, il nous reste encore du chemin à parcourir. Ils avaient des 1000 drones et nous avons détruit la moitié d'entre eux. Il y en a plein qui n'ont pas pu atteindre nos territoires et nous avons aussi atteint leurs radars principaux. Nous avons détruit des sites du régime, leur télévision, ainsi que d'autres cibles dont vous allez entendre parler prochainement. Et nous faisons tout pour que, même quand ces cibles sont au cœur de régions fortement peuplées, eh bien nous évacuons la population, nous demandons à la population d'évacuer. Je suis très fier de nos forces de sécurité, de la défense civile, des pilotes de l'armée de l'air, nos services de renseignement qui font des merveilles, les soldats de Tsahal, tous les combattants du Mossad, qui ont fait un travail exceptionnel. Je suis fier du peuple d'Israël, je suis fier de nos réussites et nous sommes sur la voie vers la victoire. Et si quelqu'un en doutait, eh bien le monde commence à le comprendre. Et vous savez aussi que l'Iran commence à le comprendre. C'est pourquoi c'est un succès immense pour le peuple d'Israël, ce peuple qui se lève comme un lion. Voilà, c'est tout pour cette édition. Toute l'équipe vous remercie chaleureusement et vous donne rendez-vous demain pour ne rien manquer de l'actualité.